Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour la présentation, une application qui voit, entend et répond. Alors on va vous raconter un peu l'histoire du pourquoi et comment l'idée de cette conf nous est venue. En regardant une énième rediffusion d'Iron Man et en entendant Jarvis, on s'est dit mais est-ce qu'on pourrait mettre de la voix comme ça dans nos applications, une voix intelligente qui nous répondrait, qui ferait des actions à notre place. Et donc, l'idée c'était de dire on va faire une application avec tout ça, avec de l'intelligence. Cool, on va faire un Jarvis. Christophe. Attends, vas-y. Christophe. Non, Jarvis. Jarvis, excuse-moi. Jarvis, tu peux présenter Christophe ? On a des problèmes de micro. Jarvis, peux-tu présenter Christophe ? D'accord. Forcément, il fallait une démo qui plante, ça va être celle-là. Bon, normalement, il cause pour nous. Je sais pas pourquoi il cause pas. Bon, je la retente un coup quand même, qu'elle passe. Jarvis, peux-tu présenter Christophe ? Christophe est agitateur technique chez Zapseed. Il est aussi très actif dans les communautés et a fondé le Tour Jug. Jarvis, peux-tu présenter Michael ? Michael est développeur full stack chez Zapseed. Il s'intéresse aussi à la programmation fonctionnelle et au big data. Donc voilà. Merci. D'habitude, ça marche beaucoup mieux. Alors, juste pour savoir, qui a déjà voulu faire ce genre de choses à la maison ? Ok, bon, une bonne moitié des mains. Qui a essayé ? Ouais, un peu moins de mains. Et surtout, qui a pris peur en voyant tous ces trucs-là ? Vous savez, les réseaux de neurones, les filtres, les gabors, le NLP, voilà. Nous, ça a été un petit peu pareil. Alors, on s'est dit, on va pas apprendre tout ça, on va pas forcément faire d'apprentissage. On va essayer de se dire, il y a déjà des gens qui ont construit des modèles d'apprentissage. Et on va essayer de voir au niveau des API, qu'est-ce qui existe, et on va les utiliser pour essayer de faire notre use case qui était un jeu de qui est. Voilà. Donc le jeu de qui est. Donc l'idée de l'application, c'était de programmer un robot et de jouer à qui est avec lui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les photos des speakers de la conf. Alors sur la page, il y avait aussi les orgas de la conf. Donc on a aussi les orgas de la conf. Et puis on a fait une super application. Là, c'est la deuxième démo qui, on l'espère, passera mieux que la première. Hop, voilà. Je me cache pour lui causer. Bonjour. Je n'ai pas saisi ce que tu as dit, Gamé Prénom. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom ? Christophe. Avec combien de photos souhaites-tu jouer ? 10 photos. Bonjour Christophe, tu peux m'appeler Julie. Est-ce que c'est une femme ? Non, ce n'est pas une femme. Est-ce qu'il a des lunettes ? Non. A-t-il de la barbe ? Non. Est-il blond ? Oui. Je propose Antoine Brett. Bravo, c'est bien Antoine. On vous expliquera pourquoi. Non, merci. Passez une bonne présentation. Voilà. Donc on vous expliquera pourquoi le robot en fait il se trompe sur certaines photos. Alors le projet, il y avait 4 étapes. La partie perception, c'est-à-dire on va essayer de reconnaître des éléments du visage. C'était la partie voir. La deuxième partie, c'est entendre ce que dit l'utilisateur quand il parle dans le micro et que ça fonctionne. La troisième partie, le comprendre. Que veut l'utilisateur quand il dit quelque chose pour interagir avec l'application. Et la réponse, c'est
je trouve plus le La mot. synthèse La vocale. synthèse vocale, pour répondre à l'utilisateur. On va commencer avec la première partie qui est la vision. Alors la problématique, c'était identifier des éléments sur les visages. Vous avez vu, je lui ai posé quelques questions. Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il a de la barbe? Donc il me faut des informations. Du point de vue théorique, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est tout ce qui va être traitement d'image, reconnaissance de forme, reconnaissance de visage. Et plus particulièrement un domaine qu'on appelle l'extraction feature. Donc c'est l'extraction de spécificité du visage. Au niveau des algorithmes, des choses très compliquées, si vous avez envie d'aller voir après, c'est tout ce qui est filtre de Gabor et réseau de neurones. Mais nous, on a voulu le faire avec des API clés en main parce que tout ça, ça nous faisait un peu peur. Enfin, surtout moi, lui, un peu moins. Au niveau de la vision, on a trouvé plusieurs services dans le cloud. Donc, notamment, il y a des solutions chez Google, il y a des solutions chez Microsoft, chez Amazon, chez Watson, donc IBM. Donc, tous les grands ont leur solution de vision générique. Et puis, il y a quelques solutions de vision qui sont un peu plus spécialisées, comme par exemple Keros ou Betaface, qui font uniquement des visages. Au niveau des infos que vous allez pouvoir obtenir avec ces services-là, ça va varier en fonction du service sélectionné naturellement. Donc, vous aurez des labels. Alors, les labels, il va vous dire, dans la photo, je vois un arbre, je vois un chien, je vois un enfant. Détection des logos de marque, des landmarks. Donc les landmarks, ça va être des choses chez Google, c'est assez impressionnant. Il va vous reconnaître des monuments. Il va vous dire ça, c'est la cathédrale Notre-Dame, ça c'est le... je ne sais pas ce que vous avez à Bordeaux comme monument, j'allais dire le château de la Duchesse Anne, mais ça c'était à Nantes, je ne sais plus. Enfin bref, les monuments de Bordeaux, il peut vous les reconnaître aussi. Il vous fait de l'OCR, donc la lecture de texte, la détection des visages, et puis il va vous fournir des attributs comme les couleurs dominantes de la photo, la résolution. Il y a quelques services donc, qui font moins de choses chez Microsoft, chez Amazon, et puis vraiment les spécialisés comme Keros et Betaface qui font que les visages. Donc sur les API qui reconnaissaient les visages, donc Keros et Betaface et les autres, on a essayé donc d'identifier en fait ce que pouvaient reconnaître ces API-là au niveau du visage. Donc au niveau de Google, il y avait certains points du visage, des directions de visage et des expressions. Donc c'était pas encore assez suffisant pour notre use case. Donc on a été voir sur Microsoft, Amazon, et là il y avait des choses un peu plus intéressantes, c'est-à-dire le genre, la barbe, les lunettes. Mais du coup, on n'avait pas encore tous les éléments pour notre use case qui est. On a été voir sur Watson. Watson, il y avait que l'âge et le genre qui n'étaient pas encore assez suffisants. Keros qui nous rajoutait l'ethnie. Et surtout Betaface qui nous correspondait à notre besoin, parce que ça rajoutait aussi la couleur des cheveux et savoir si la personne souriait et la barbe. Alors, ce qu'on a oublié de préciser quand même au début, on s'est imposé une limite quand on a fait ça, c'est qu'on ne voulait rien payer parce que c'est un projet du soir, du week-end et pas envie que ça me coûte autre chose que mon temps. Du coup, on s'est référé uniquement aux services qui étaient gratuits ou qui possédaient des quotas gratuits. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver des services meilleurs si on mettait le prix derrière. C'est pour ça qu'on avait aussi quelques soucis sur la reconnaissance et l'identification de la barbe pour certains et d'autres caractéristiques. Donc, au niveau du service choisi qui était Betaface, on a choisi du coup le genre. C'est un homme, c'est une femme, la présence de lunettes, la présence d'une barbe. Il nous fournissait la couleur des cheveux. Donc on a brun, blond, châtain, roux, châtain clair, non naturel, clair et non naturel. Généralement, c'est les gens qui ont des casquettes ou des choses comme ça sur les photos. Donc théoriquement, en combinaison, on a 56 groupes, sachant que certains groupes doivent être vides. Du genre, je ne dois pas avoir de femme à barbe brune. Il en a trouvé un. Au niveau de l'utilisation, comment ça se passe? Ça fonctionne en 2 temps. C'est un service avec une file d'attente parce qu'il est gratuit. Donc on appelle un premier service en lui donnant l'URL d'une image. Il vous renvoie un identifiant. Puis ensuite, vous appelez un deuxième service avec cet identifiant. Et puis il va vous dire, soit il va vous dire j'ai fini, il vous donne les résultats. Soit il vous dit, tu es encore dans la file d'attente, reviens plus tard. Donc on a préparé ça à l'avance et on a stocké tout ça dans une base. Petit peu de statistiques sur ce qui a été fait au niveau de l'analyse. Donc il y avait 61 speakers et organisateurs sur la page. Il y en a eu 58 d'identifiés.
Donc il y en a un où il n'y avait pas d'avatar, il y en a eu 2 où le service nous dit j'ai pas pu récupérer l'image, il y en a eu 3 où il n'a pas réussi à processer l'image derrière, et 7 où il n'y avait pas de visage détecté. Alors si on regarde en détail, ceux qui n'ont pas de visage détecté, effectivement il n'y avait pas de visage dans l'image, c'est pas mal. Les autres aussi, dans ceux où il n'y avait pas de visage, c'est les photos de profil. Alors c'est une constante, on l'a vu à toutes les confs où on a fait ça, les photos de profil il n'aime pas. Il ne reconnaît pas les visages. On a testé les photos de profil sur d'autres services comme celui de Google par exemple, et là les visages étaient détectés. Et puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi. Alors potentiellement celle de droite, bon il est loin, il a la tête baissée, ok. Celle de gauche, je ne sais pas pourquoi il n'a pas détecté de visage. Peut-être les teintes sépia, je n'ai pas cherché plus loin. Je n'ai pas essayé de repasser des photos en sépia pour voir si c'était lié à ça. Dans les problématiques, je vous ai dit, les cheveux, les gens sont bruns, blonds, roux, châtains ou pas naturels. Alors quand les photos sont en noir et blanc, il nous donne une couleur, mais il nous dit, moi j'ai un taux de confiance à 0, hein, c'est du noir et blanc, ça c'est pas mal. Quand les gens ont plus de cheveux, sont rasés, il nous fournit une couleur, mais il nous met un taux de confiance aussi à 0. Et puis des fois sur les dessins, il nous trouve quand même des gens avec des couleurs. Voilà. Au niveau des genres, donc il a identifié 12 personnes comme étant des femmes, avec un gros taux de confiance en plus. Hein. Le taux de confiance moyen pour les femmes est à 0,93. Et je vous ai remis les noms des gens qui ont été identifiés comme des femmes. Et donc en rouge, les noms qui correspondent vraiment à des femmes. Donc il y a quelques hommes qui ont été confondus avec des femmes. Alors avec ce genre d'API, on a des choses un peu rigolotes, ce qu'on appelait le bêtisier. Et là, on a eu... donc là, on avait un logo. Et là, donc, il a reconnu une femme de 53 ans, à 0,6. Donc, il n'a pas de barbe, effectivement, pas de lunettes, et les cheveux bruns avec un taux de confiance de 0. Donc, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi les news, il n'y a pas longtemps, là, il y a des chercheurs qui ont fait un peu de bruit en sortant un algo de machine learning qui était soi-disant capable de détecter si vous étiez gay ou pas. Quand je vois ce genre de truc, j'ai pas encore super confiance dans le système. Donc au niveau de l'utilisation, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2 services. On a été obligé de travailler en amont à cause de cette file d'attente. On ne peut pas le faire en live au moment où les photos sont tirées au sort, d'aller faire les analyses. Donc on a un serveur derrière qui stocke le résultat de l'analyse. Donc la deuxième étape, c'était l'écoute, le passage du son en texte pour pouvoir envoyer tout ça à notre moteur intelligent. Donc c'est comment transformer le flux audio en texte, pardon. Donc derrière, on va reparler un peu de théorie pour voir vraiment ce qui se cache derrière. Les domaines de l'IA qui se trouvent ici, c'est la reconnaissance vocale, sous-domaine de Natural Language Processing, la NLP. Donc en fait, la NLP, hein, c'est à part pour les visages et la reconnaissance des caractéristiques des visages, c'est le domaine en fait du speech recognition et des autres domaines qu'on verra après. Les mots-clés speech to text, ASR, Automated Speech Recognition, pour ceux qui veulent aller voir un peu ce qui se cache derrière au niveau des algorithmes. Et nous, alors au niveau des exemples d'algorithmes, on vous a mis un exemple, donc, notamment l'utilisation de chaînes de Markov avec des réseaux de neurones. Mais nous, on a été voir des choses qui se faisaient au niveau des API. Et dans ces API, il y avait les grands du web, Watson, IBM, Google et Microsoft. Il y a aussi Amazon, il faudrait que je le remette dans la slide. Ouais. Amazon a sa solution avec, ça doit être Lex, il me semble. Et puis, bon, il y en a d'autres, ouais. Mais qui sont en ligne, qui restent en ligne. La problématique de ces API en ligne, c'est la transformation du son. Donc au niveau du navigateur, nous on avait fait le choix de faire une application dans le navigateur, c'était la transformation du son et les niveaux de codec en JavaScript sont pas assez performants pour que les API fonctionnent correctement.
Pour la reconnaissance, il faut que votre fichier, il y ait une compression qui ne soit pas destructive pour avoir une bonne qualité de reconnaissance. Et du coup, il faut des codecs sans destruction. On n'en a pas en JavaScript. Et en plus, au niveau du temps de réponse, c'était un petit peu compliqué. Il fallait pusher notre son et la fournir, cette URL, aux API qui fassent la transformation en texte. Il y avait aussi des bibliothèques JavaScript. Alors, c'est des portages JavaScript de librairies qui existent pour des langages, pour d'autres langages, Java, il y avait Python. Il y a du Python. Ce sont des librairies natives, hein, Julius, Pocket Sphinx, tout ça, ça voilà. existe en natif et c'est porté en JavaScript. Et on s'est intéressé en fait à une spec, le Speech Recognition. Et c'est une spec qui est disponible depuis 2011. 2011, hein, c'est ça. Donc là, comme vous voyez, elle est implémentée dans Chrome et principalement dans Opera, pour la petite histoire. Et sinon, c'est tout. C'est tout. Alors, ça a été implémenté par Firefox à une époque, et puis ils l'ont retiré, cette API. La spec est toujours en cours, ils n'arrivent pas à se décider à la finir, à la sortir, parce que ça pose quelques soucis, on va en parler juste après. Au niveau du code, comment ça fonctionne? C'est relativement simple, hein, en termes de code. Vous avez Recognition que vous allez instancier, du coup c'est WebKit Speech Recognition. Et puis vous allez pouvoir mettre une méthode sur le onResult. Et dans cette méthode, vous recevrez un événement qui va contenir la transcription du texte avec le taux de confiance qu'a le système sur la retranscription du texte. Puis ensuite, vous faites un Recognition Start et c'est parti. Du coup, si je lui fais les voitures roulent, j'ai ma retranscription de mon texte avec un taux de confiance assez élevé. J'ai même la conjugaison de mon verbe. Alors, ce n'est pas complètement parfait parce que les voitures bleues roulent. Voilà, j'ai l'accord de l'adjectif, j'ai plus la conjugaison du verbe. Au niveau de l'API, vous allez pouvoir avoir quelques trucs supplémentaires pour améliorer la qualité de la reconnaissance. Notamment, vous allez pouvoir lui préciser une langue qui sera utilisée pour la reconnaissance. Donc ici, vous précisez que vous allez parler en français. Et puis, vous allez pouvoir avoir deux méthodes qui vont être appelées sur le début de l'écoute et la fin de l'écoute. Alors, il faut savoir que quand vous vous mettez en écoute, il s'arrête automatiquement par défaut au bout de, je ne sais plus si ça va être une dizaine de secondes à peu près. Donc du coup, il appelle la méthode onEnd et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on relançait l'écoute en réappelant un start derrière. Ça permet à l'utilisateur d'attendre et de réfléchir avant de poser la question suivante. Au niveau des problèmes qu'on a trouvés dans cette API, bon, la première, c'est qu'on est Chrome Only plus Opera. La deuxième problématique, ça va être la confidentialité. Parce que derrière cette API, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle le service cloud de Google qui s'appelle Hello. Donc ce que nous, on aurait pu faire à la main en enregistrant notre fichier, en le poussant quelque part dans le cloud et en appelant Hello, en lui disant « va me dire ce qu'il y a dans le texte là-bas », c'est fait avec ces quelques lignes de JavaScript, c'est génial. Par contre, tout ce que je vais dire va partir dans le cloud. Il n'y a pas de solution à base de mots-clés, déclencheurs ou de choses comme ça pour mettre en route l'écoute, à part dans ma slide où j'appuyais sur mon bouton. Alors, l'API Hello est gratuite, un certain nombre de requêtes, et après, ça devient payant. Sauf que ici, quand on passe par l'implémentation de la spec, c'est complètement transparent, et il n'y a rien à faire pour s'inscrire, en fait. On n'a pas de token, donc on ne paiera pas, tant qu'on reste dans le navigateur. Il y a une grammaire qui existe dans la spec. Donc vous allez pouvoir définir des mots, notamment typiquement les noms des personnes qui sont dans l'orga et les speakers. Ce sont des mots qui ne sont pas courants. Si on veut avoir une bonne retranscription, on peut les définir dedans. Nous, on a essayé de la faire marcher, on n'a pas réussi. Ça ne changeait rien à la qualité de la reconnaissance. Et du coup, on a été obligé d'utiliser un hack parce que les noms des gens sont retranscrits un peu n'importe comment. Si je prends mon nom, par exemple, je risque d'avoir un seul L au lieu des deux L. Donc quand je vais comparer la proposition de la personne avec ce qui avait été sélectionné dans le tirage au sort de photos, ça ne marche pas. Donc on vous donnera à la fin la solution pour contourner le problème. Je fais du teasing. Les autorisations. Donc il va vous demander pour vous écouter. Mais il va demander que la première fois si vous êtes en HTTPS. Ça veut dire que la fois d'après, quand vous retournez sur un site ou que vous aviez déjà autorisé à vous écouter, il va se remettre à vous écouter. Tout seul.
Ça peut être gênant. Alors, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Si je le mets en écoute, ce qui se passe ici, c'est que j'ai le petit rond rouge ici en haut qui clignote tant qu'il est en écoute. Voilà. Et le rond rouge disparaît à la fin de l'écoute. Voilà. Ça marche plutôt pas mal, hein, la retranscription. Donc j'ai quand même ce truc-là pour me signaler qu'il m'écoute, mais c'est pas super visuel. En plus, donc l'autre souci qu'on a eu, c'est le mode d'écoute en continu. Il s'arrêtait, on était obligé de le relancer. C'est pas mal. Sauf qu'après, au bout d'un moment, il écoute tout. Donc notamment, il s'écoutait répondre. Donc la réponse repartait sur le système de NLP, donc de compréhension du langage, le NLU, le Natural Language Understanding. Et du coup, comme on ne l'avait pas prévu pour gérer les réponses qu'il donnait, il nous répondait qu'il ne nous avait pas compris. Sauf qu'il s'entendait répondre qu'il n'avait pas compris, et ça repartait sur le système d'analyse, qui du coup nous disait qu'il ne nous comprenait pas. Et voilà, donc il tournait un peu en rond. Donc là, on a utilisé d'autres méthodes qui sont sur la partie d'API qui parle, pour faire arrêter l'écoute au moment où il va parler et la relancer après. Et du coup, sinon aussi, donc, sur l'aspect écoute en continu, c'est que votre écoute s'arrête automatiquement au bout des 12 secondes, donc vous envoyez tout. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas de mots-clés qui pourraient être traités en local pour déclencher cette écoute. Et du coup, tout part dans le cloud, tout le temps. Tout ce que vous dites. Et surtout, tout part dans le cloud tout le temps. Et même en multi-onglet. C'est pas obligatoirement l'onglet actif qui vous écoute. Donc nous, on a croisé le souci aussi en travaillant dessus. Donc on a l'appli, on essaye un truc, ça marche pas, on n'a pas le résultat attendu, je bascule dans mon code, je vais voir dans le moteur de NLU qu'est-ce qui s'est passé, et puis j'ai oublié mon onglet devant qui m'écoute en continu. Et puis là, tout ce que je continue à dire va partir dans le bot. Comme on a bossé tous les deux sur le MAM, je sais par exemple qu'il interdit à son fils de regarder des dessins animés à 8h le soir. Il sait que le mien s'endort devant la télé et que je suis obligé de le réveiller. Ah, bon, on n'en sait pas plus sur la vie de l'un de l'autre, mais quand même, faites attention du coup à ce qui se passe chez vous. Alors sur la partie, on vous a un peu teasé avec le NLU, sur la partie comprendre. Une fois que maintenant on a transformé notre voix en texte, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ce texte-là? Il faut l'analyser et que l'application réagisse en fonction de ce que l'utilisateur dit. Donc c'est comment analyser, réagir et se souvenir pour avoir un contexte, un dialogue. Un petit rappel sur la théorie. Les domaines de l'IA, c'est toujours en fait de NLP. On peut parler d'agents conversationnels et classification, extraction d'informations. Mots-clés NLP, NLU. La Name Entity Recognition, ça c'est les grands principes qui sont mis en place par les plateformes bot qu'on vous expliquera tout à l'heure. Exemple d'algorithme, classification à partir de modèles stochastiques, c'est un des principaux algorithmes, mais il y en a d'autres. Et nous, pour faire ça, on s'est intéressé aux bots. C'est un sujet qui nous tentait bien l'année dernière et on s'est dit on va aller voir ce qu'on peut faire sur les bots conversationnels. Et au niveau des bots conversationnels, il y a 3 types de bots. Les bots simples. Alors ce qu'on appelle les bots simples, c'est ils vont juste travailler sur des regex très basiques. Ça va être piloté par les actions utilisateurs, c'est-à-dire que notamment vous avez déjà commandé des pizzas ou sur certains sites, vous demandez je veux commander une pizza et puis il va reconnaître qu'il y a pizza. De toute façon il vend que des pizzas le gars. Donc et il va vous dire il va vous mettre 2 boutons, il va vous demander vous voulez une pizza à base de sauce tomate ou à base de crème fraîche. Donc ça va être piloté par l'utilisateur. Il ne va pas forcément avoir une reconnaissance. On ne va pas demander, par exemple, je veux une pizza à la crème fraîche. Il ne va pas vous commencer à commander une pizza à la crème fraîche. Ce n'est pas encore assez intelligent. Alors, il y a de nombreuses plateformes. Souvent, c'est des plateformes très bien foutues. Notamment, il y a Chatfuel, Octane AI, Motion AI. C'est
c'est des API, c'est des plateformes qui s'intègrent très bien à Messenger, Slack, mais ça va être voilà, des bots avec des conversations très basiques. On va avoir un deuxième type de bots qui vont être ce que j'ai appelé les types simples programmables. Là, on peut paramétrer des conversations un peu plus complexes via du XML, avec un peu de contexte, mais c'était pas encore assez poussé pour nous. Notamment, il y a au niveau de l'exemple Pandora Bot. Et puis le XML, enfin voilà quoi. On n'a plus trop envie d'en faire. Ouais, j'ai pas regardé si on pouvait faire du JSON, mais bon, voilà. Mais c'était pas encore adapté à notre besoin. Et puis en fait, ce qu'on voulait faire derrière, nous, c'était quand même aller voir ce qui se cachait derrière les AI plateformes, qui sont des bots beaucoup plus avancés, qui vont y mettre un petit peu de machine learning sur ces plateformes. Alors là, on va pouvoir gérer des conversations beaucoup plus abouties parce qu'on va pouvoir reconnaître des mots, des synonymes, des choses un peu plus poussées. Ces API, alors souvent, que ça soit Dialogflow, anciennement API AI, Google derrière API AI, WIT-AI, Microsoft Louis, IBM. Alors les API sont scindées en deux parties. Il va y avoir une partie paramétrer son bot. Donc là, c'est des interfaces graphiques hyper bien foutues. On va pouvoir paramétrer notre bot. Et une deuxième partie qui va être l'interrogation du bot pour notre application. C'est-à-dire on va l'appeler avec un certain contexte et il va nous répondre en fonction des paramétrages qu'on a fait pour le bot. Au niveau de la plateforme, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir un certain nombre de capacités de la plateforme qui vont correspondre à des concepts. Donc la première capacité, ça va être qu'elle comprenne. Donc là, le terme utilisé dans ces plateformes-là, c'est commun à peu près à toutes les plateformes, hein, c'est la notion d'intent. Quelle est l'intention de l'utilisateur? Ensuite, il va falloir réagir à cet intent, donc il y aura une réponse, et notamment il y aura un fallback intent, qui est celui qui est utilisé quand on n'a pas compris ce qu'a dit l'utilisateur. Il faudra aussi être capable d'extraire une information. Typiquement, je demande, est-ce que c'est un homme? Donc l'information ici qui est intéressante, c'est homme. Ou est-ce que les cheveux sont blonds? Donc l'intent, c'est couleur des cheveux, et l'info, c'est blond. Donc là, il va extraire une entité qui sera la couleur des cheveux. La capacité pour la plateforme de demander un complément d'information. Donc là, on va avoir une notion de dialogue. Elle va s'engager avec vous dans un dialogue et vous poser des questions pour compléter ces infos. La conservation d'un contexte, savoir quelle était l'interaction précédente et pouvoir en tenir compte lors de l'interaction suivante. La capacité à faire des choses, prendre une action derrière. On va trouver le webhook. Et puis la capacité à s'améliorer. Donc là, on est sur la partie training. Alors au lieu de vous montrer les captures d'écran, comme j'ai du réseau, on va carrément aller voir sur la plateforme à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment le chatbot qui a servi tout à l'heure dans la partie. Alors, vous avez ici, sur le côté dans le menu, c'est Dialogflow, vous avez les intents, les intentions, les entities, la partie training. En plus, derrière, vous aurez une intégration, si vous voulez le mettre dans un Slack, dans un Messenger, vous pourrez faire des analytics, avoir des stats dessus, etc. Au niveau des intents, on va avoir un intent simple, par exemple, ici, la présence d'une barbe. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement lui remplir des phrases types. Est-ce qu'il a de la barbe? Est-il moustachu? A-t-il de la barbe? Et puis, en bas, vous allez fournir une réponse. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a triché. Ce n'est pas la réponse qui est lue à l'utilisateur, c'est la réponse qui est renvoyée à l'application web, qui, elle, sait si elle a tiré au sort une personne qui avait de la barbe. Et du coup, ici, on lui demande est-ce qu'il y a effectivement une barbe? Pierre Diès. Une des problématiques de ce type de plateforme, c'est qu'elle ne sait pas gérer la négation. Donc du coup, je suis aussi obligé d'avoir un intent no beard dans lequel j'ai des phrases à la forme négative. Une notion intéressante aussi, c'est le default fallback intent.
Voilà. C'est le default feedback fallback intent. Il n'y a pas de phrase à l'entrée, parce que c'est celui qui est utilisé quand on n'a pas compris ce que voulait l'utilisateur. Par contre, vous voyez ici, on a mis plusieurs propositions. Vous allez être capable de fournir plusieurs réponses possibles et elles vont être... Alors, je ne sais plus si c'est en itératif ou tir au sort, mais la réponse va varier. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir un bot qui soit un peu plus humain, qui ne répond pas mécaniquement toujours la même chose à l'utilisateur. La notion suivante, ça va être l'entity. Par exemple, ici, j'ai l'entity du genre. Donc, j'ai créé 2 valeurs, mâle et femelle, et pour lesquelles j'ai mis des valeurs possibles. Donc, mâle, ça va être un homme ou un garçon, et femelle, ça va être une femme ou une fille. L'intérêt de la chose, c'est que cette entity, elle va pouvoir être utilisée dans un intent, ici. Donc, vous voyez que, du coup, quand je lui mets la phrase, il va détecter qu'ici, il a affaire à l'entity gender. Et l'avantage, c'est qu'il va me normaliser la valeur. C'est-à-dire que dans la réponse, il va me renvoyer la valeur normalisée de gender, c'est-à-dire qu'il va me dire mâle ou femelle, celle qui servait de clé quand j'ai déclaré mon entity. Donc je peux lui dire est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un garçon, et à chaque fois, il va me répondre gender mâle pour les deux. Donc ça va simplifier aussi ma partie de logique dans ma partie dans le navigateur. La notion suivante, je vous ai dit, c'est le dialogue, que le bot soit capable d'aller chercher un complément d'information. Donc ici, j'ai un intent pour démarrer une partie qui est composée d'un bonjour, je m'appelle, avec un nom, et puis un nombre de photos avec lequel on veut jouer. Donc j'ai 2 informations qui sont le username et un nombre de photos pour la partie. Ces 2 informations sont ici, je les ai rendues obligatoires en cochant la case ici. Et dans le prompt, je vais être capable de lui fournir des questions qu'il va pouvoir me poser pour demander le complément d'information. Au début de la partie, vous avez vu, j'ai fait bonjour, il m'a répondu bonjour, comment t'appelles-tu? Enfin, ou quel est ton prénom? Et du coup, voilà, ça venait d'ici. Si je lui avais dit directement bonjour, je m'appelle Christophe, je veux jouer avec 8 photos, la partie aurait démarré comme ça. Donc il va pouvoir vous poser des questions pour compléter ces informations. Et du coup, quand il a toutes les informations, on va utiliser le webhook ici en bas. On a coché la case du webhook. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer un appel vers une URL qu'on a configurée. Alors le webhook, il va se configurer ici dans la partie fulfillment. Et donc, on va pouvoir mettre l'URL du service, on va pouvoir préciser des en-têtes si vous avez besoin d'authentification ou de choses comme ça. Et il va envoyer vers le service qui est derrière. Alors, je dois pouvoir vous le montrer comme ça. Bonjour, je m'appelle. Alors ça, c'est une des possibilités. Vous pouvez tester le bot directement ici. Avec 8 photos. Alors, vous avez vu, j'ai fait des fautes d'orthographe, mais il m'a quand même compris. Ça, c'est assez intéressant parce que comme de toute façon, la retranscription n'est pas bonne, en orthographe non plus, voilà. Donc on retrouve ici les informations, et ça, c'est le JSON qui est envoyé vers mon serveur derrière, au niveau de mon webhook. Au niveau de mon webhook, je vais avoir les informations de l'action qui a été détectée, donc l'intent, c'est ici, c'est la prise de contact. Je vais avoir les paramètres qui ont été fournis, donc je vais savoir qu'on voulait jouer avec 8 photos, donc je vais être capable de renvoyer 8 photos. Mon serveur, il va renvoyer un format JSON spécial, je vous montrerai après, il est dans les slides, dans lequel je vais avoir les identifiants des 8 photos, et du coup, le bot va le renvoyer vers le client. À noter que ce coup-ci, quand on est dans cet intent de prise de contact, le texte réponse, vous ne pouvez pas le renseigner. Enfin, ce n'est pas la réponse que vous allez mettre quand ça va marcher. Le texte réponse, il va être utilisé s'il y a une erreur lorsqu'on va contacter le webhook. Donc typiquement, si mon serveur est tombé derrière, ou si, comme on utilise du Heroku, si la plateforme n'est pas encore réveillée, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous répondre « Désolé, prénom ». Donc prénom, c'est la variable qui correspond au prénom du joueur. Le serveur est indisponible. Il n'est pas très patient, il doit attendre, je ne sais plus, le timeout doit être à 3 secondes ou un truc comme ça. La notion suivante qu'on va voir, elle est ici. Vous voyez qu'ici, on a la possibilité d'ajouter des contextes. Donc ici, je vais ajouter des choses dans mon contexte de sortie. Donc je vais ajouter game et le nom du joueur.
qui a été sélectionné. Et le chiffre qui est à côté, c'est la durée de vie. Donc le nombre d'appels pendant lequel ça va persister dans mon contexte. Ça va nous servir à quelque chose, c'est que si vous prenez par exemple mon intent de barbe, j'attends un contexte d'entrée qui soit game. Donc j'ai mon intent de prise de contact au début de la partie qui va positionner en sortie le contexte game pour dire c'est bon, on a commencé une partie. Et du coup, j'ai les autres qui disent pour venir chez moi, on doit avoir commencé une partie. Ça, c'est juste pour aider le bot à faire tout ce qui est classification. Ça va permettre de prioriser les intents. Et qu'est-ce que j'oublie? La partie training. Donc une fois qu'on a tout ça, on arrive à récupérer des infos, à extraire, à poser, à demander du complément d'information. Donc on a vraiment une plateforme intelligente. Et il nous reste la partie training. La partie training, vous allez pouvoir retrouver l'entraînement. Donc par exemple ici, bon ça c'est quand je faisais des petites démos ce matin, donc quand je vous disais il écoute tout, je me cache pour lui poser... Ah non, c'est au début. Alors, j'en ai qu'un dans celui-là. C'est celui que je viens de poser. On va reprendre celui-là, c'est la partie de tout à l'heure. Donc ici, vous voyez, il me dit j'ai rien détecté comme intent, donc je pourrais cliquer dessus et lui dire bah, c'est ça que tu aurais dû détecter. Et du coup, la phrase va venir s'ajouter dans la liste des phrases possibles. Donc le bonjour, prise de contact, c'est bon, donc je peux lui valider, par exemple. Il me met quelle réponse il avait fait, quelles sont les actions qu'il avait fait. Ici, il n'a pas trouvé, donc on va le laisser comme ça. Je vais éviter de le perturber pendant la conf. Ici, il me dit c'est l'init d'une nouvelle partie avec les 8 photos, ça me va bien. Est-ce que c'est une femme? Il m'a dit j'ai trouvé le nombre. Nous, on ne l'utilise pas. Le genre, c'est une femme. Il a répondu gender femelle, donc ça me va bien, je l'ajoute. Vous allez pouvoir les corriger. Donc, même chose ici, éventuellement, sur les... Alors, si je prends celui-là, ici, il m'a dit, j'ai trouvé que ce sont des lunettes... Non. Alors, pas les lunettes, voilà, blond, par exemple, c'est celui-là que je voulais. Ici, il me dit, j'ai trouvé blond, c'est l'entity air color. Je pourrais lui changer l'entity, lui dire non, c'est pas celle-là, c'était autre chose. Donc, on a tous ces trucs-là. Une fois qu'on est bon, on approuve. Et donc, on a la petite roue qui tourne. Là, il nous dit en bas, je suis en train de réentraîner le modèle. Donc, il va mettre à jour tout ce qui est réseau de neurones derrière pour améliorer encore la qualité du chatbot. Dernière chose, il est capable, vous êtes capable de faire une extraction du coup de la configuration du chatbot, un export, et refaire un import. Donc, vous allez pouvoir avoir 2 chatbots à peu près identiques côte à côte, ce qui va vous permettre d'éviter de travailler en production quand vous allez vouloir faire évoluer votre chatbot. Donc, je reviens dans les slides. On a vu l'intent, on a vu le fallback, quand il ne nous avait pas compris. On a vu les entities dans les intents, les dialogues pour poser des questions, le positionnement d'un contexte, le webhook, l'utilisation du webhook. Ça, c'est la réponse que le serveur doit donner au webhook. Vous allez avoir un champ speech pour la phrase qui pourrait être prononcée. On peut afficher du texte et nous, on utilise la partie data pour renvoyer les identifiants des photos. On pourrait aussi utiliser context out pour repositionner des choses dans le contexte du chatbot. Et notamment, on a fait le choix, quand on a vu sur les intentions, on trichait un petit peu parce qu'on renvoyait gendre et le type de genre. Et on aurait pu, par exemple, appeler un webhook et avoir toute la logique côté serveur et renvoyer la réponse, le texte directement, et l'application, le front, aurait juste pris le texte et diffusé en voix cette partie du texte. Là, c'était un choix qu'on avait fait dès le départ, mais on aurait pu designer le code comme ça. La partie training qu'on a vue, et on attaque la réponse. Donc la dernière partie, donc là, le robot a travaillé, l'application a utiliser les réponses du robot pour créer un texte. Et là, maintenant, on va essayer de transformer le texte en flux audio. Les domaines de l'IA qui sont ici, c'est la synthèse vocale. Pareil, sous-domaine de NLP. Les mots-clés... vocal synthesis, concaténative synthesis, paramétrique synthesis. Alors ça, c'est les différentes stratégies de construction des voix. Voilà, il y a plusieurs stratégies. Je ne vais pas les détailler ici. Je vais juste m'arrêter sur WaveNet. Alors on verra que la synthèse vocale aujourd'hui au niveau des API, c'est pas encore, les voix sont pas encore super.
Mais regardez 5 minutes WebNet. Alors c'est les labos Google qui font ça. Et là, ils commencent à faire des choses hyper intéressantes et à jouer, faire chanter une voix. C'est-à-dire qu'ils vont paramétrer donc la librairie pour faire chanter la voix. Et là, on a vraiment l'impression que ce sont pas des robots derrière. Et là, on commence à avoir la synthèse vocale hyper bien faite. Donc nous, on a utilisé des API. Alors il y a beaucoup d'API text-to-speech. Il y en a une foultitude. Le principal problème, c'était la latence réseau. C'est-à-dire qu'on envoyait le texte, ça prépare la voix, et notamment, ça crée un fichier son qu'il fallait aller chercher sur le net, le récupérer dans le navigateur et utiliser l'API audio pour la diffuser. Donc là, c'était un petit peu long. Les grands du web fournissaient des API, Text-to-Speech Watson, Bing Speech, Amazon Polly, et notamment Acapella, qui était une API que j'avais utilisée sur un projet il y a quelques temps, qui existe toujours, qui avait des voix pas mal, mais on a été voir, comme pour le Speech Recognition, on a été voir ce qui se faisait au niveau des specs sur le navigateur, et notamment la spec Speech Synthesis. Et le support là, il est beaucoup plus complet sur les différents navigateurs. On va dire que IE en rouge, bon ça c'est pas une surprise. Et donc il y a Chrome, il y a Opera, il y a Safari, il y a Firefox. Finalement, il y a qu'Opera Mini et Android Browser que je ne sais pas quel est le taux d'utilisation de ces deux navigateurs, mais je pense voilà, on ne perd pas grand monde si on ne les utilise pas. Alors au niveau du code, à quoi ça va ressembler? Là encore, c'est très très simple. Vous allez créer un speech synthesis utterance. Donc une utterance, c'est une phrase à qui vous allez passer en paramètre dans le constructeur le message que vous voulez faire dire à votre navigateur. Vous allez positionner la langue et puis vous allez appeler Windows Speech Synthesis Speech et vous donnez le speech synthesis utterance qui vient d'être créé et c'est fini. Votre navigateur a parlé. Donc il y a 3 lignes de code. On peut aller un peu plus loin. On va pouvoir sélectionner une voix. Il y a plusieurs voix à disposition dans le navigateur. Vous allez pouvoir changer la valeur du pitch. Donc le pitch, c'est la tonalité de la voix, plus ou moins aiguë. Et puis vous allez aussi pouvoir positionner la vitesse de la voix avec le rate. Alors si on fait une démo, par exemple, si je fais bonjour Bordeaux. Bonjour Bordeaux. Voilà. Donc là, la synthèse, elle s'est faite en local. C'est très rapide, vous avez vu, dès que j'ai cliqué, la phrase est prononcée. La qualité n'est pas forcément très très bonne. Alors on a tout un tas de voix. Il faut savoir que la liste des voix va changer en fonction des navigateurs et en fonction de l'OS sur lequel vous êtes. Moi, j'ai une 40aine de voix. Michael, sur son Linux, il a, je ne sais plus, une 15aine de voix seulement. On peut du coup utiliser, je sais pas, on peut la faire chanter un petit peu en italien. Bonjour Bordeaux. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des voix qui sont préfixées par Google. Donc ces voix-là, ce sont... je suis en train de chercher celle qui est en France. Hop, merci. Voilà. Donc ces voix, ce sont des voix qui sont synthétisées dans le cloud. Donc vous allez voir, il y a un petit délai entre le moment où je vais appuyer sur le bouton et le moment où la voix va arriver. Par contre, la qualité est meilleure. Bonjour Bordeaux. Voilà, la qualité de la voix est quand même meilleure, même s'il y a un petit lag. Donc il y aura des choix à faire. Si vous êtes, celle-ci nécessite un réseau, l'autre peut fonctionner sans réseau. Bon, si vous avez repris le jeu, de toute façon, vous aviez besoin du réseau pour le chatbot. Il y avait 2 méthodes qui étaient intéressantes ici, notamment ce que vous avez expliqué tout à l'heure, Christophe, c'était que le robot s'entendait et répondait. Donc on avait 2 événements aussi, le on-start et le on-end, qui nous permettaient en fait s'abonner sur cet événement pour arrêter le micro et relancer le micro, l'écoute, pendant que le speech synthesis fonctionnait. Alors, au niveau de l'intégration de tout ça, comment ça se passe? On a la première phase
du coup, où on a travaillé avec la page des speakers de la conférence, le service de BetaFace et puis notre plateforme, notre serveur et sa base, et on a fait l'analyse. Donc ça, c'est une phase que j'ai fait en amont pour provisionner un petit peu les données des photos des speakers. Derrière, on a la partie initialisation de la partie, quand on fait « Bonjour, comment t'appelles-tu? Quel est ton nom ?» Donc là, on va passer, sans le savoir, on attaque la plateforme Hello de Google, et puis API AI, à qui on envoie les messages qui ont été retranscrits à chaque fois pour qu'il nous pose la question suivante. Quand c'est complet, qu'il a toutes ces infos, il va appeler la plateforme derrière pour faire un tirage au sort de photos qui vont nous être envoyées jusqu'au navigateur. Le navigateur retourne chercher les informations qui correspondaient aux identifiants tirés au sort. Qu'est-ce que c'était, des hommes, des femmes, est-ce qu'ils avaient de la barbe, quels étaient les noms. Et puis ensuite, tout le reste du déroulé de la partie se passe uniquement entre le navigateur et le chatbot. On lui dit, est-ce que c'est un homme, est-ce qu'il a des lunettes, et il va nous analyser la question pour nous permettre, nous, de savoir si ça correspondait à celui tiré au sort. Alors, en conclusion, les API, toutes les API sont assez simples. Hein. On a mis, sans l'étude de tous ces outils-là à développer, on a peut-être mis 2 soirs. Il y a 3 lignes à chaque fois, c'est assez simple. Les services ne sont pas matures, tous matures. Moi, j'étais un peu déçu par rapport aux API la synthèse vocale. Je trouvais qu'il y avait, par rapport à ce que j'avais fait moi il y a quelques années, je trouvais que ça n'avait pas forcément super bien évolué par rapport à d'autres domaines. Par contre, on a super bien aimé la partie AI Platform. On peut faire vraiment des choses hyper sympas et du coup on a même utilisé les chatbots pour faire des POC pour d'autres clients et voilà. Après, on dit que les services ne sont pas matures. On l'a vu notamment avec l'analyse d'images où il y a pas mal d'erreurs. À une autre conférence, ils nous avaient trouvé une femme, c'était sûr, avec de la barbe aussi, c'était sûr, avec des taux à 1 et 0,9. On ne leur jette pas complètement la pierre. On a voulu aussi pas mettre un sou dans le projet. Et du coup, on a fait uniquement les choses avec des services gratuits. Si on était parti sur les services payants, on aurait peut-être eu un peu plus de qualité aussi. Ouais. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Voilà. Oui ? Le service d'écoute. Ah, il ne marche pas. Ouais. Allô ? Ouais, vas-y. Il faut bien parler devant. Vous disiez que le service d'écoute avait un délai de 10 secondes. Ouais. Et du coup, vous relanciez tant que vous n'aviez pas posé la question. Et qu'est-ce qui se passait si vous posiez la question entre 2 blocs de 10 secondes? Parce que du coup, le message était coupé en 2. Et, Alors, il y a une option dans le service d'écoute où on peut lui dire... Il y a une option qui permet de lui dire soit tu attends la fin et tu envoies tout le bloc, soit tu travailles en continu avec les blocs et du coup, il va rajouter tous les blocs. Et si on le relance chaque fois qu'il s'arrête, il rajoute tous les blocs tout le temps. Donc on finit avec une phrase qui est complètement immense. Mais ça, on n'a pas de coupure dedans. Ouais. Moi, du coup, je suis assez intéressé par le hack qui vous a permis de comprendre les mots qui n'étaient pas dans la grammaire. Bien vu. Bien vu. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une distance de Levenshtein. Donc la distance de Levenshtein, c'est le nombre de lettres que vous changez dans un mot pour le transformer dans un autre mot. Donc comme ça, quand le nom du speaker arrivait et que c'était pas tout à fait le bon, on regardait combien de lettres il fallait changer dedans pour arriver à l'autre, et on a mis un seuil. Donc c'est complètement empirique, c'est j'essaye, ça marche pas, j'augmente mon seuil, j'ai des faux positifs, je rebaisse mon seuil, voilà. Là, par exemple, sur les speakers de Bordeaux, on a beaucoup plus il y a des petits noms, donc du coup, on a beaucoup plus de faux positifs. Donc là, on a eu plusieurs cas. Il a reconnu, oui, vous avez bien reconnu telle personne, et puis il affiche la personne d'à côté. Donc c'est assez rigolo. Mais ça permet de outrepasser la problématique des grammaires, qui, je pense, si on réussit à l'implémenter, peut régler cette problématique-là et on pourrait écrire correctement les noms en fait. D'autres questions? Ouais. Ou vas-y, je vais la répéter si tu veux.
En local, tu veux dire? Donc tout ce qu'on a fait, ça travaille avec des services cloud. Est-ce qu'il y a des solutions en local pour on-premise chez toi? On-premise. Ouais. Alors on-premise, il y a des solutions, notamment la partie chatbot NLU. Il y a un chatbot qui s'appelle Rasa NLU que j'ai vu passer. J'ai pas encore eu le temps de jouer beaucoup avec, mais qui fait toute cette partie. Voilà. Et pour la partie texte, c'est les librairies natives. Je suis désolé, on a court de temps. On va rester dehors, juste devant les portes, si vous avez encore des questions. Voilà. Merci.